Bonsoir. Le thème directeur de cette émission portera sur les différentes procédures judiciaires concernant le président national du MRC, le professeur Maurice Kamto, ses alliés électoraux et tous les militants incarcérés dans le cadre de ces affaires, y compris les procédures à l'international. Il sera important de permettre à nos téléspectateurs que vous êtes de comprendre exactement les enjeux de ces affaires-là et analyser peut-être les répercussions politico-judiciaires tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. Nous pourrions également évoquer certains aspects de l'actualité politique nationale, le boycott des festivités du 20 mai par le MRC, pendant que d'autres partis prendront part, l'enlèvement du chairman du SDF, la visite au Cameroun de Michel Bachelet, le haut-commissaire aux droits de l'homme des Nations Unies, et puis les futures échéances électorales. Voilà des sujets qu'on peut évoquer, peut-être d'autres aussi, au fur et à mesure que l'émission évoluera, on en verra bien. Notre invité, vous le savez, est avocat au barreau du Cameroun, non moins troisième vice-président national du MRC. Il nous vient de Yaoundé. Maître Emmanuel Sim, bonsoir. Bonsoir, M. Dipita. C'est un grand bonheur d'être dans ce fauteuil rouge. Et moi, je suis très heureux de vous avoir également. Vous êtes parti de Yaoundé spécialement pour ça. Absolument. J'ai pris le bus tout à l'heure et j'ai voyagé tout à fait tranquillement. Je dis, Douala, c'est ma ville, c'est ma cité. J'ai grandi ici, donc je suis en fait chez moi à Douala. Bienvenue chez vous, chez nous. Merci. Cela dit, effectivement, peut-être commencer par là, avant peut-être de parler de tout ce qui est justice. On va faire mieux connaissance de vous, de l'avocat que vous êtes, du militant politique, du responsable du MRC, évidemment né au Cameroun. Maître Emmanuel Sim, ou du moins, le jeune Emmanuel Sim, suit quel parcours scolaire, universitaire? Bien, écoute, c'est une histoire d'enfant. Je suis né dans un village extraordinaire qu'on appelle le Petit Dibamba. C'est à quelques kilomètres de Douala, après le fleuve Dibamba, effectivement. C'est un village dont les autochtones sont ce qu'on appelle les Ndonga. Okay. Mais moi, je suis originaire d'une Cam, c'est-à-dire que mes parents ont été chassés de leur village par les événements troubles des années 60, que tout le monde connaît. Et donc, moi, je suis né un peu en exil dans ce village, qui est donc mon village de naissance, que j'aime beaucoup. J'ai fait l'école primaire dans une très belle école. À l'époque, elle était en terre battue, mais pour moi, c'était la plus belle école du monde. L'école Saint-Gérard de Petit Dibamba, où j'ai eu mon CPE. À l'époque, c'est comme ça qu'on appelait cela. Maintenant, ça s'appelle déjà le CEP, c'était le CPE. Avec des enseignants qui étaient des gens extrêmement dévoués. Je pense qu'on ne leur rend pas toujours hommage à ces enseignants-là. Monsieur Yeke, Joachim, père son âme, qui était mon maître du cours élémentaire 2, qui m'a enseigné au cours élémentaire 2, mais un an avant, au cours préparatoire 2, parce que j'avais sauté une classe, et il a tenu à me suivre du CP2 au CE2, des enseignants comme le jeune Tony Christophe, qui venait de commencer d'enseigner à l'époque, et des directeurs comme M. Binam, qui est aussi décédé malheureusement, ou alors M. Kadjob Jean-Baptiste. Vraiment des gens exceptionnels qui se dévouaient à leur tâche. J'ai jamais vu ça. Et c'est là qu'on a bâti l'homme que je deviens, je crois, après, parce qu'il fallait être à l'école à l'heure. L'école était située à près de 6 km de la maison, et il fallait avoir des bons mollets. 6 km en allant vers Edea ou en venant vers Douala? En allant vers Edea, entre Piti et Dizangué. En fait, nous dépendions à l'époque, et même maintenant encore, de l'arrondissement de Dizangué. Okay. Donc, on avait 6 mètres pour aller à l'école le matin et 6 pour rentrer à 16 h. Et à 16 h, il fallait bien, en rentrant des classes, trouver un fagot de bois ou un panier de manioc que la mère avait laissé au bord de la route pour rentrer à la maison avec. Et après ça, aller chercher de l'eau à la rivière. C'était une vie extraordinaire. Maintenant, ça me paraît pénible quand je vois un enfant faire ça. Mais pour moi, à cette époque, c'était une vie absolument normale. Tous mes camarades faisaient comme cela. Ils rentraient de l'école, portaient des bagages pour rentrer à la maison. Et parfois, on trouvait que maman n'est pas encore rentrée du champ. Il fallait aller chercher l'eau à la rivière. Et c'est au retour, donc, qu'on pouvait espérer manger quelque chose. Et trouver aussi un moment de faire peut-être ces révisions, puisque vous étiez à l'école en journée pour préparer la journée du lendemain. Oui, mais les révisions, c'était en général avec la lampe tempête.
pour ceux qui ont la chance de les avoir. Absolument. Parce qu'il faut dire qu'il y avait à l'époque des lampes qui n'étaient pas tempêtes. On prenait des boîtes de margarine, on perçait un trou sur le couvercle et on mettait une mèche et ça faisait une lampe. Et dès que le vent passait un peu, ça s'éteignait. Mais il fallait apprendre quand même là-dessous parce que le matin, il fallait pouvoir réciter ces leçons, sinon on avait chaud avec le maître. C'était une époque extraordinaire. Je peux vous dire, on était dans une espèce de pauvreté matérielle, mais nous ne sentions pas ça parce que tous étions au même niveau, des cases en terre battue, des toits en natte de paille, et chaque année, il fallait les renouveler. Et on a vécu dans ces conditions. Je vais vous dire, moi je suis né à la maison, derrière la cuisine de ma mère, pas à l'hôpital. Voyez-vous, et donc je n'ai jamais pris du lait artificiel. J'ai été nourri par ma mère à son lait, et jusqu'à 3 ans, je tétais encore. J'avais la chance, lui, d'être le Benjamin de la fratrie, et donc du coup, j'ai profité jusqu'au fond. Tout l'amour de la famille se reposait voilà. J'étais l'homonyme de mon grand-père. En plus. Et j'étais l'enfant le plus aimé. Et je peux vous dire que ça m'a fait du bien de téter pendant 3 ans parce que j'allais jouer avec les amis et revenir téter ma mère qui travaillait. Ils ne se moquaient pas de vous, vos amis d'enfance? Mais tous faisaient comme moi parce qu'à l'époque, on était à la même enseigne, nous tous. Donc, il n'y a pas de différence entre nous en fait. Tous les enfants étaient les gosses du village et j'ai beaucoup aimé ce village parce que c'était un village qui était le Cameroun et il y avait toutes les tribus. Piti avait des gens qui venaient du Mbam, les Yambassa, les Bafia, pour travailler dans les champs de la Sokapam et de Safakam à Dizangué. Et il y avait des Bétis, et il y avait des Banen, je suis Banen, et il y avait des Bassa et des Bakoko également. Plus donc les autochtones qu'on appelle les Ndonga. Et à l'église catholique où nous étions baptisés à l'époque, il y avait une chorale de chacune de ces langues. Et donc ça a permis que je puisse apprendre beaucoup de langues étant enfant. Le Bakoko, le Ndonga, le Bassa, le Banen. Et voilà. Donc aujourd'hui je suis un Camerounais et j'aime pouvoir parler à chacune de ces personnes dans sa langue, quand c'est possible. Donc, alors là, c'est mon primaire, je dois dire que j'en parlerai pendant une journée entière, c'est des moments. Donc, je suis obligé de vous stopper pour évoluer aussi. Mais voilà. Alors après le primaire, vous êtes bien obligé de partir, je présume, oui, absolument, de cet environnement, peut-être pour poursuivre dans le secondaire. Oui, je viens à Douala, parce que c'est la ville qui est à côté. Et à Douala, je fais le lycée Jos de Douala à Bonanjo, où j'étais encore aujourd'hui. Et j'ai dit à mes amis, voilà mon lycée. D'accord. Le lycée, je savais, il a toujours d'ailleurs ces espèces de barreaux. Absolument. À la clôture. Et Eric Gando, le réalisateur, le connaît très bien. Et nous savions les barreaux par lesquels il fallait passer quand on était en retard. Parce que les barreaux n'avaient pas le même espacement. Absolument. Donc il y en avait qui étaient plus espacés que d'autres. Donc quand on venait en retard, on savait bien où il fallait aller passer avec sa petite tête pour pouvoir rentrer au lycée. Mais le surveillant, M. Tchaka, M. Moukouri Mbappé, qui est mort également, un de nos plus brillants enseignants. Il a décelé l'astuce. Oui, il savait très bien. Il savait très bien se mettre à un bon endroit pour voir celui qui entrait par ce barreau-là. Et j'imagine qu'il vous y a repris quelquefois. Mais oui, moi surtout, parce qu'on habitait à l'époque au Katim Bopi à Douala, et il fallait parcourir donc la distance entre le Katim Bopi et le lycée Jos de Douala. On allait le matin, on rentrait à midi, parce qu'à l'époque, c'était pas la mi-temps complètement. Absolument. Et il fallait repartir à 14h30 pour aller à l'école. Mais j'avoue que l'expérience du village, de la marche à pied, m'avait tellement aguerri que mes grands amis Bisson, Paul Dieudonné, Bahel Zéphirien Assis, Alain, Frédéric Manga, Jamon Jamen, pendant que je suis camarade de 6e à Jos, c'est le Saint-Jamon Jamen. Voilà. Okay. Nous savions comment on allait au lycée Jos à pied. Et c'était une expérience extraordinaire. Mais je présume qu'à l'époque, il n'y avait pas cette chaleur qu'on vit aujourd'hui. Oui. Puisque la ville avait encore toute sa verdure. Oui, il faisait moins chaud. Il faisait moins chaud. En face du lycée Jos, il y avait, entre le lycée Jos et le collège Dominique Savio, il y avait toute une espèce de forêt entre les deux établissements. Et donc, à midi, on allait se désaltérer, chercher les mangues, chercher des noix de coco. Je savais à l'époque, enfant,
comment cueillir les noix de coco, même si l'arbre est très haut, et comment les casser avec les mains. Vous n'avez pas besoin d'échelle, j'imagine bien. Non, pas du tout. On était des petits singes en miniature. Donc, je dis là encore, c'était un moment extraordinaire parce que tous ces amis-là, je n'ai pas des garçons, je n'ai pas des misogynes. Il y avait les Sakatagne et Corinne à l'époque, les autres et Samba Nicole, des camarades d'enfance, Garan et Fâcheux, et d'autres, des enfants de Jos. On était une vraie famille et je peux vous dire que dans ce lycée, on savait qu'on est au lycée. Absolument. Le seul problème qu'on avait, c'est d'être premier de la classe. Il fallait être premier. Et donc, d'où est-ce qu'on venait, franchement? C'était le moins important. On n'en parlait même pas. Parce que j'ai découvert très longtemps après que N'Djamé n'était Bamléké. Je n'en savais rien. Voilà. Parce que nous, on ne parlait pas de ça. Donc, le lycée Jos a été pour moi une expérience extraordinaire. Et en troisième, quand j'ai le brevet, je décide de faire l'enseignement technique. Peu de gens le savent. Je vais au lycée technique qui est à côté. Raison simple. C'était l'unique à l'époque. Oui, le LTD. Oui, il y avait le lycée polyvalent de Bonabiré aussi quand même. Ah, d'accord. Voilà. Mais sauf que au lycée technique, il y avait seulement à partir de la seconde. Okay. Donc dès qu'on y était, avec le blanc kaki, on savait que cette personne est brevetée. Donc seulement pour ça, mon excellent frère, Maître Singha, aujourd'hui avocat, Singha Jean-Paul et d'autres choses, ils sont allés parce qu'on voulait qu'on voit très ça bien. de la différence. Oui, qu'on n'est plus dans les affaires du premier cycle là. Donc, on est allé, moi j'ai eu un bac G3 dans ce lycée-là, avec là encore des enseignants extraordinaires. Madame Lotte Diouta, pour ceux qui se souviennent, cette femme magnifique, proviseur, Monsieur Thibault, censeur des enseignements économiques, c'était à l'époque des Français qui nous enseignaient, voilà, des coopérants français. Mais c'était une discipline absolument de fer. Il fallait arriver à l'école à l'heure. Et pourquoi ne pas dire ce nom-là? Un surveillant extraordinaire, M. Mounet. Okay. M. Mounet qui venait tous les jours essayer de savoir si nos cheveux sont au bon niveau. Voilà, mes cheveux sont comme ça parce que M. Mounet, à cette époque, tenait à se connaître des cheveux très courts. Okay. Donc là encore, je pense, ça nous a enseigné beaucoup de choses. Mais l'expérience que j'ai la meilleure dans ce lycée, c'est que je suis entré au club journal de ce lycée. J'ai été rédacteur en chef du journal du lycée en première, avec à l'époque mon ami Bondoma, qui est maintenant directeur au ministère de l'économie, qui était le poste du journal. Et en terminale, G3, je deviens le directeur du journal de ce lycée, qu'on publiait toutes les semaines. C'est un hebdomadaire qu'on affichait sur le mur. Et en fin de trimestre, on faisait donc Onde Magazine, qui était plutôt maintenant un vrai journal. Et donc, je devais chaque semaine rédiger un petit éditorial. Non, d'accord. Éditorial que M. Coignet, professeur de français, corrigeait pour bien s'assurer que c'était bien écrit. Donc, votre métier, j'avoue que peut-être que demain je reviendrai, mais c'est mon métier d'enfance. Je l'ai fait pendant 3 ans au lycée. D'ailleurs, même, parfois, je manquais les cours pour aller superviser des tournois parce qu'il fallait faire des reportages après dans le journal du lycée. Voilà, c'était une époque extraordinaire. Vers l'université. Ah ben alors là encore, c'est le mécanisme qui aujourd'hui n'existe plus, heureusement d'ailleurs, parce qu'il y avait là un exode rural mécanique. Okay. Je pars de Petit Dibamba avec le CPE pour aller au lycée à Douala, au lycée Jos. Et quand je finis ma terminale, le lycée technique, je dois aller à Yaoundé, à l'université de Ngouakele, qui était la seule à l'époque. Donc, voyez-vous, un enfant partait de manière mécanique de son village vers une ville secondaire, Konsamba, Garoua ou ailleurs, et se retrouvait à Yaoundé. Et c'était une université où tout le monde venait, les anglophones, les francophones, les gens de toutes les contrées du Cameroun venaient se retrouver à l'université. Et donc là, c'était vraiment le Cameroun. C'est là qu'on rencontre pour la première fois, pour certains anglophones, qu'on rencontre pour quelqu'un de l'Est pour la première fois. Et donc, je m'inscris en fac de droit. Malgré le bac G3. G3, oui, parce qu'à l'époque, j'avais le choix entre l'ESSEC ou le BTS. Mais en première, G3, j'ai découvert le droit, parce qu'il y avait un cours de droit en première, G3, et un enseignant magnifique, M. Lumou Martial, qui nous tenait en droit. Et je vous assure, à tous les cours de droit, c'était un régal, en tout cas pour moi.
Et donc, du coup, ayant eu le bac G3, tout le monde va aller à l'ESSEC ou au BTS, mais nous, on va aller plutôt faire le droit parce que ça nous a plu. Donc, je vais faire le droit des affaires jusqu'à maîtrise à Yaoundé. Et je rentre à Douala où je vais recommencer le journalisme avec M. Betfian, qui avait à l'époque un journal sportif que tout le monde connaissait. Et puis après, on a créé mon ami Camto, Yves et moi, un journal sportif qu'on appelait, comment ça s'appelait encore, je ne sais plus le nom, qu'on publiait toutes les semaines. Et voilà. Et puis c'est après donc que je décide de rentrer au barreau. Mais j'avoue que j'ai été à un demi-doigt d'être journaliste, vraiment à un demi-doigt. Qu'est-ce que vous a... Non, disons qu'à l'époque, j'avais deux passions. Okay. Le journalisme que j'ai connu dès la seconde au Club Journal, mais le droit également que j'ai étudié à l'université. Et je voulais un métier qui était plus stable, parce qu'il faut le dire, hein, à l'époque, les journalistes étaient plutôt mal payés dans des structures qui étaient un peu brinque-ballantes. Et du coup, le métier d'avocat donnait plus d'espoir, plus de stabilité. Voilà. Mais j'avoue que pendant très longtemps, mon cœur a balancé entre le journalisme et le barreau. Des regrets aujourd'hui? Non, je n'ai pas de regrets parce que qui sait, peut-être que demain je vous retrouverai. Je suis un homme comme ça, j'aime l'aventure, j'aime découvrir. Et il n'est pas impossible que demain, dans 5-10 ans, qu'on me voit à STV au journal de 20h. Parce que je pourrais le faire, je mettrai ma voix, voyez-vous, à 20h pour dire aux gens, mesdames, messieurs, bonsoir, c'est Maître Sim, il est 20h. Voilà. Vivement que ça arrive, parce qu'un présentateur comme vous, j'imagine bien qu'on aurait un peu plus de téléspectateurs. Ben, j'espère. Alors, à quel moment vous embrassez la politique? Alors, la politique, c'est une affaire, je vais dire dès l'enfance, hein, je peux dire. Vous savez, j'ai été très précoce. Quand je suis à l'école primaire, il y avait à l'époque le président Aïjo, qui avait son parti qu'on appelait l'UNC. On nous faisait coudre des petites tenues avec le pain UNC. Il y avait le pain vert pour les hommes, le pain bleu pour les femmes et le pain orange pour les jeunes. Et donc mon père, qui n'était pas un militant en réalité, mais à l'époque, c'était un peu... Il fallait le porter. Il fallait le porter. Donc il m'a fait coudre une petite tenue orange avec derrière la photo de M. Aïjo, et mes camarades au village m'appelaient Aïjo. Et devenu un peu plus grand, je me demandais quand même pourquoi est-ce que il y a un seul président, un seul candidat et on fait les élections. Je n'ai pas compris ça très vite et je me suis demandé assez tôt quand même pourquoi on faisait ça. Donc mon questionnement politique a été assez précoce. Et j'avoue que quand le président Biya vient au pouvoir, en 82, je suis en seconde, je crois. C'est un jeune président. Il est tout beau. Et il apporte quelque chose de neuf. J'avais 24 ans au pouvoir. Les gens se plaignent de lui. On déclame très longtemps. Et donc, je me dis, ah, voilà, on a un jeune président maintenant. 2 ans après, il y a le push du 6 avril. J'étais prêt. J'étais en terminale, j'étais vraiment prêt à aller prendre les armes pour défendre M. Biya. J'estimais qu'on ne peut pas avoir eu un président de 24 ans, l'autre à peine 2 ans, et qu'on veuille le renverser. Heureusement pour nous, pour le Cameroun, le push a avorté, et j'ai donc pris encore plus conscience de ce que la chose politique est la chose de tout le monde. Et comme tout le monde le sait, 6 ans après, 90, avec le vent de l'Est, la démocratie arrive au Cameroun et le multipartisme. Je suis impressionné et fasciné par quelqu'un d'exceptionnel, le chairman, John Frondi. C'est un homme que j'ai rencontré assez rapidement, j'étais tout jeune, mais alors il dégageait quelque chose d'extraordinaire, d'indescriptible en fait, M. Frondi. Et j'adhère donc très jeune au SDF. Et pour la première fois en 1992, je vais voter à l'élection présidentielle pour M. John Frondi. Voilà. Et puis après, je vais suivre le cours de ce parti et m'engager plus avant. En 2001, je suis candidat en 2002 pour le compte de ce parti en Sénégal maritime, où je suis né, pour le compte du SDF, titulaire
sur la liste de députation et tête de liste à la municipalité de Dizangué. Et en 2002, donc, le RDPC va gagner au municipal à Dizangué, mais nous allons réussir un partage de voix. Donc, il y aura dans ce conseil le RDPC, le SDF, l'UPC et le MLJC, le parti de M. Yondo, voilà, qui était ministre des Finances quelques années avant. Donc, voilà comment je deviens conseiller municipal en 2002. Et puis après, voilà, l'aventure est partie avec le SDF. J'ai été très heureux de côtoyer M. Froundi pendant la campagne de 2002. Il est venu chez nous à EDEA. On a fait la campagne ensemble jusqu'à Mwanko, jusqu'à Yoyo. J'étais dans sa voiture et j'ai découvert quelqu'un d'exceptionnel. J'ai été le voir à Mamenda, en Tarikon chez lui, partager ses repas avec Madame La Rose de l'époque, Madame John Froundi. C'était vraiment une époque extraordinaire où on sentait bien qu'il fallait que les choses changent. Mais ma mère tremblait toujours. Quand on disait que je suis au SDF, elle se demandait si le jour suivant, je serais encore quelqu'un de vivant. Oui, c'était très violent à l'époque. On nous appelait les opposants. Et avec une charge péjorative énorme, les opposants. Mais j'aimais bien ça parce que je pensais qu'on pouvait changer quelque chose. Surtout que, en route, j'ai le sentiment que le président Biya ne tenait plus ses engagements de départ. La moralisation qu'il avait promise, je ne la voyais plus venir. La rigueur, je ne la voyais plus. Surtout qu'un jour, il a dit à un journaliste camerounais qui lui disait qu'il y a des gens qui pillent les ressources de la nation. Il lui a dit, mais où sont les preuves? Et là, je me suis interrogé. Et l'homme que j'ai aimé en 82, j'ai dû m'en séparer pour prendre une voie de l'opposition et penser au changement. Mais c'était une belle aventure. Je pense que je suis toujours très heureux de parler de M. Froundi. C'est un père pour moi dans la politique. On a travaillé ensemble. Je pense qu'il a apporté quelque chose dans ce pays qui a permis qu'aujourd'hui, tout ce qu'on fait, en fait, on le doit à lui, à d'autres aussi. Maître Yondo Black, Madame Ekwen Henriette, Anissé Ekane et d'autres qu'on a arrêtés à l'époque. Mais je pense que Froundi, lui, avait été la figure qui était aux élections et qui portait l'espoir pour le pays. D'ailleurs même, on dit qu'il avait gagné. On dit qu'il a gagné. Il n'a pas gouverné. Et j'ai appris depuis l'époque que gagner le vote, ce n'est pas gouverner. Dans tous les cas, et pour reprendre un peu l'autre, vous n'avez plus besoin du marquis pour exprimer votre opinion. Mais ce n'est pas l'impression qu'on a aujourd'hui. L'impression qu'on a aujourd'hui, c'est que précisément, les paroles de M. Biya ne sont plus tenues. Parce que précisément, qu'est-ce qui se passe dans ce pays maintenant, en 2019? J'ai vu une image, j'en parle avec beaucoup d'émotion, d'un de mes frères, originaire du Nkam, qui s'est senti obligé de se mettre à genoux, de pleurer pour demander pardon au président Paul Biya, qui avait dit qu'on peut dire ce qu'on veut. Demander pardon pour avoir donné une opinion dans laquelle il disait que Paul Biya n'était pas vainqueur des élections. Je vous vois affirmatif, vous dites... Qu'est-ce qui s'est passé? Je me demande bien ce qui s'est passé. Vous dites c'est pour son opinion qu'il demande pardon, ou alors vous supputez comme tout le monde qu'il pourrait y avoir autre chose derrière ces déclarations? Je ne suppute pas, je dis ceci. D'accord. M. Longuet a dit que la vidéo qu'on a vue nous tous, dans laquelle il déclare que le président Biya n'a pas gagné, c'est cette vidéo qui lui apporte tous les malheurs. C'est lui-même qui le dit. Donc je n'ai pas à supputer, je m'en tiens à ce que mon frère Longuet a dit. Et je me demande bien, qu'est-ce qu'on lui a fait voir? Qu'est-ce qu'on lui a fait entrevoir? Qu'est-ce qu'on lui a promis de si grave pour qu'il en arrive à se mettre à genoux, aller demander pardon devant les statues, demander pardon dans l'eau, demander pardon à la télévision après le dimanche qui suivait? Je me pose des questions. Et vous ne vous êtes pas dit que peut-être dans sa détresse, Longuet n'a pas systématiquement tout révélé? C'est ça que je dis. D'accord. Je dis qu'il y a peut-être quelque chose qu'on ne sait pas. Okay. Et quelque chose qu'on a dû lui
lui dire, ou une menace qu'on a dû lui faire, qu'il ne nous dit pas. Mais quand même, ça m'inquiète de voir quelqu'un renoncer à ses convictions à ce point. Ça veut dire que précisément, celui qui nous a dit que le maquis n'est plus nécessaire pour parler, eh bien là encore, la parole n'est pas tenue. Mais ça pourrait peut-être également dire que le concerné Longuet essaie d'apprécier la gravité peut-être des actes qui l'auraient permis et se dire il a véritablement blessé celui dont vous parlez. Il demande pardon. Mais il demande, attendez, Longuet dit que Kamto a gagné les élections en 2018. Je l'ai également dit. Beaucoup l'ont dit. Monsieur Dipita, même dans 50 ans, 2018 restera toujours un point noir au Cameroun, la présidentielle. Parce qu'il y a eu contestation. Comme en 92, il y a des gens qui disent que Frine avait gagné, même si Biya a dirigé le pays après. Est-ce que tous ceux... Maintenant, le dire ne peut pas devenir un crime au point qu'on en arrive à se mettre à genoux pour demander pardon à ce point. Est-ce que tous ceux qui disent que Maurice Kamto a gagné les élections sont incarcérés, sont menacés, ont été, je veux dire, pour reprendre, si on s'en tient à... Si on donne toute la confiance à Longuet dans ses déclarations, ont été peut-être chicotés, comme il le dit? Vous savez, le militant de base qui dit que Kamto a été vainqueur n'est pas inquiété. Le garçon qui vend à Douala-Bar, qui le dit, n'est pas inquiété. La femme de Samilima qui le dit n'est pas inquiétée. Mais Longuet et Maître Sim ne sont pas des êtres simplement ordinaire comme les autres. Longuet est un artiste connu qui s'est présenté comme le libérateur de ce pays. Et quand c'est lui qui le dit, que si on prend une chaise, on met Kamto, on prend une chaise, on met Paul Biya, et on dit de voter en transparence, bien, il n'y aura pas de voix. Quand c'est lui qui le dit, eh bien, ça pose un problème. Cabral Biya dit que Paul Biya n'a pas gagné les élections. Oui, mais écoutez, je dis ceci. Longuet, lui, a été arrêté par la sécurité militaire. D'abord, j'ignore pourquoi est-ce que la CEMIL doit arrêter un civil. Il faudrait bien qu'un jour, on nous explique ça. Il a été bastonné, c'est ce qu'il a dit, à la CEMIL, jusqu'au sang, et le lendemain, on a pris son passeport. Voilà, j'ignore pourquoi, mais tout le monde n'est pas arrêté. Moi, je n'ai pas été arrêté. Monsieur Libi non plus. Et beaucoup qui ont dit que Paul Biya n'a pas gagné n'ont pas été arrêtés. Mais vous savez, dans cette histoire-là, je pense qu'il faut qu'on fasse attention. On a arrêté des personnes qu'on pensait être les plus dangereuses dans la revendication de la victoire de M. Kamto, en commençant par Kamto lui-même. Et ceux qui sont dehors, j'ignore pourquoi ils sont dehors. En même temps, M. Dipita, il est évident que si on doit arrêter 200 000 personnes ou 500 000, on les mettrait où, dans quelle prison? Donc forcément, on arrête certains. Peut-être parce que... Et pas d'autres. Peut-être parce que ce n'est pas pour avoir simplement dit que Kamto a gagné qu'ils sont effectivement arrêtés. Mais ce n'est que pour ça. Ça aussi c'est un élément qu'il faut. La preuve, les éléments de poursuite, on y reviendra. Oui. Les éléments de poursuite ne sont pas systématiquement liés aux déclarations, aux questions de libre expression, à la liberté de ton. Monsieur Dipita, vous savez, non. J'ai écrit il y a quelques semaines à Monsieur le ministre de l'AT pour lui dire, Monsieur le ministre, il n'est pas tolérable que dans ce pays on continue à ostraciser les partis politiques d'opposition. Le MRC a été interdit de faire une campagne d'adhésion massive dans son siège à Yaoundé, à Odja. Un matin, le 23 février, on nous a envoyé une escouade de gendarmes, de policiers cagoulés, armés lourdement, avec des camions lance-eau, pour empêcher qu'un parti politique puisse faire une activité ordinaire d'adhésion des militants dans son siège qui est clôturé. Et là, je pose la question. On a fait ça à Douala, à Bafoussam, à Yaoundé. Voyez-vous? Et donc, lorsqu'on interdit à un parti politique d'exercer ce pourquoi il est créé, ce qui est sa nature, qu'est-ce qu'on fait? Il y a un problème qui est posé. Je pose la question là davantage à l'avocat. Cette opération d'inscription massive, oui,
peut-elle être soumise à la loi relative aux manifestations ou aux réunions publiques? Mais non, pas du tout. Okay. Parce que quand un parti politique fait une activité dans son siège, elle est privée. N'a pas besoin de déclaration. Du tout. D'ailleurs même, je fais tout le temps les conférences de presse au siège du MRC. On ne les interdit pas. Je ne les déclare pas non plus. C'est comme si j'invitais M. Dipita dans ma maison pour manger. Je n'ai pas déclaré qu'il viendra manger chez moi. Donc, toutes les fois qu'il y a une activité politique au siège du parti politique, activité normale, on n'a pas à déclarer ça. Même quand c'est une conférence de presse, voyez-vous. Et c'est pour dire que dans ce cas-là, il y a une volonté affirmée de nos gouvernants de museler le MRC simplement, en empêchant qu'ils puissent tenir des réunions. Et je dis là encore, ceux qui le font au nom de M. Biya, soit c'est Biya qui les envoie et alors il ne tient pas sa parole, soit alors ils le font à leur nom et ils trahissent M. Biya et M. Biya les garde. Donc ça veut dire qu'il est leur protecteur. Dans tous les cas, ça revient au même. Le président Biya doit tenir ses paroles. Et s'il a dit qu'on peut s'exprimer librement, sans aller au maquis, qu'on puisse le faire. Que les partis fonctionnent, qu'on manifeste, qu'on puisse... J'apprends qu'il y a M. Libi qui aurait été interdit d'activité politique. Est-ce que c'est vrai? Je n'en sais rien. Si c'est vraiment la vérité, c'est que c'est grave. Comment peut-on interdire un Camerounais de faire une activité politique? Comment peut-on en arriver là? Non, je pense qu'il y a un problème général au Cameroun aujourd'hui de musellement de l'opposition et même d'expression libre de la pensée. Quelqu'un m'a dit un jour, mais maître Sim, tous les dimanches, sur les chaînes de télévision, il y a des débats qui se déroulent dans toutes les chaînes. J'ai dit oui, mais j'ai le sentiment que ces débats-là, ceux qui nous gouvernent les regardent en rigolant, en se disant, ces gens, c'est du bavardage qu'ils font. Quel impact nos débats de dimanche ont donné? Quand on dénonce, on dit des choses. Qu'est-ce qui a changé? Est-ce qu'il y a eu un ministre qui a été poursuivi, un fonctionnaire poursuivi parce que à tel dimanche, quelqu'un a dit qu'il y a eu telle chose? J'ai dit non. Et donc, ces émissions-là ne sont pas l'expression de la liberté parce qu'on laisse des gens dire des choses qui n'ont pas d'impact. Mais dès qu'une personne peut avoir une parole qui a de l'impact, eh bien à ce moment-là, la personne est menacée. Demandez aux fonctionnaires camerounais. Moi, je les vois tous les jours, les fonctionnaires camerounais. Je les aime, mais je les plains. Ils vous disent, Maître Sim, nous-mêmes, on pense comme vous. Mais il est impossible que nous osions dire ce que nous pensons. On est contraint de porter des tenues du RDPC parce que si on ne fait pas ça, nos carrières sont mises en jeu. Voyez-vous, on a réussi aujourd'hui à coloniser les fonctionnaires. Même si le fonctionnaire est soumis au droit de réserve, non? Le fonctionnaire a un droit de réserve dans le cadre de l'exercice de sa fonction, dans le cadre de ses missions et de ce qu'il fait dans son métier. Absolument. Mais il peut très bien être un militant d'un parti politique. On les voit tous les jours. Vous n'allez pas non plus nous faire croire qu'il n'existe pas de militants de l'opposition qui soient fonctionnaires. Mais il y en a, heureusement d'ailleurs. Mais parce que eux, on les regarde comme des écervelés. Vous savez, il y a un grand cadre de ce pays administratif qui m'a dit il y a 2 ou 3 jours, Maître Sim, est-ce que vous imaginez le niveau de risque que vous prenez en étant dans la position qui est la vôtre? Il me dit, j'ai peur pour vous, Maître Sim. Quand je vous vois à la télévision critiquer le régime, prendre position, je me dis, mais cet homme est très courageux. Mais je n'ai pas à être courageux, je n'ai pas à l'être dans un pays qui fonctionne. Mais tout le monde me voit comme un homme courageux. On se dit, mais Camtois en prison, Foga en prison, Pénard en prison. Mais comment Sim peut encore aller à la télévision le soir critiquer le régime de M. Biya? Il est courageux. Alors que logiquement, je n'ai pas à être courageux. J'ai simplement à faire ce que j'ai à faire, avoir mon opinion, donner mon point de vue sur la marche de mon pays librement, quitte à ce que ça froisse certains. Mais c'est ça la démocratie. Mais voyez-vous, le niveau de peur, de terreur est tel que des gens me considèrent comme un héros. Alors que moi, je ne me considère pas comme un héros, je me considère comme un Camerounais normal qui dit des choses tout à fait normales. Une ou deux questions autour de vous et peut-être de votre parti avant d'aborder les questions purement liées à la justice.
Pourquoi le choix du MRC finalement? Après le SDF, vous l'avez dit, vous vous retrouvez au MRC. Non, je n'ai pas choisi le MRC. Je suis membre fondateur du MRC. Je suis parmi ces Camerounais, ces Camerounaises qui, en 2011, ont pensé qu'il est temps de créer au Cameroun une association politique qui soit nouvelle. 2011, c'est quand même une année carrefour, hein? Ça fait oui. penser au G11. Vous faites partie de ceux-là? Non, je ne sais pas ce que c'est le G11. Vous avez dit pourtant non. Rien. J'en entends parler, mais je n'en sais rien. D'accord. Est-ce une nébuleuse? Est-ce que c'est vrai? Je suis maître Sim, je n'en sais rien. Donc en 2011, nous décidons de mettre en place un parti politique. Et je donne le MRC, il faut vous le dire, est je crois, le seul parti qui a été créé sur la base de la fédération de plusieurs partis. En général, quand on crée un parti, ça fait un nouveau parti qui est dans le paysage politique. Absolument. Mais nous, on a fait quelque chose de différent. On s'est dit, on va appeler la société civile, appeler d'autres partis politiques qui existaient déjà pour essayer de créer ce qu'on appelait un mouvement pour la Renaissance, pour créer quelque chose de nouveau qui porterait un nouveau combat contre le régime en place. Et donc, l'idée est née de mettre en place le MRC. Et dès le début, nous avons donc fait appel à tout le monde. Ces gens sont vivants. Je n'ai pas dit leur nom. Des leaders politiques, des partis moyens, des leaders de la société civile ont été appelés pour qu'on mette en place ce parti-là. Et beaucoup sont venus, heureusement. D'autres sont repartis. Et on a donc créé le MRC. Donc, je n'adhère pas au MRC. Je suis membre fondateur du MRC. Maintenant, la question, pourquoi je le fais? Parce que je sentais bien qu'il y avait là une chance pour le Cameroun d'avoir un nouveau souffle. Et le nom seul de ce parti indique très bien où nous voulions aller. Nous voulions que ce pays ait une nouvelle naissance, une renaissance. Il faut refonder le Cameroun. 50 ans après les indépendances, disions-nous, il fallait certainement que ce qui s'est passé avant de positif, on le prend à notre actif. Ce qui s'est passé mal, on dit d'accord, c'est dans le passif. Mais comment on fait pour refonder une nouvelle nation, un nouveau Cameroun? C'est ça le message de la Renaissance qu'est le MRC. Et c'est un projet dans lequel on a travaillé pendant presque 2 années avant de le mettre donc en public en août 2012. Et c'était un travail exceptionnel et je suis très heureux d'avoir été parmi ceux qui ont fondé ce parti-là. Et alors, quand je vois 6 ans après le résultat, je pense qu'on peut être fier d'avoir fait une aventure comme celle-là. Il y a quelques mois, la communication de votre parti a signalé que vous étiez interdit de sortie du territoire, tout comme quelques-uns d'entre vous, Olivier Biboni. Ça, vous avez vérifié cette information, est-elle confirmée? Oui, absolument. Je découvre l'information un peu au hasard. Lorsque Maître Michel Ndoki, que je salue, et les autres qui sont en prison, qui peut-être nous regardent, est arrêtée, elle va être auditionnée dans les locaux du GSO à Yaoundé. Et je vais être naturellement parmi les avocats qui vont assister à son interrogatoire par la police judiciaire à Yaoundé. Et Ndoki Michel, qui est une fille absolument raffinée, demande aux policiers de lui montrer le document sur la base duquel elle a été arrêtée, à Edenao. Parce qu'il n'y avait aucune plainte contre elle, elle n'avait reçu aucune convocation, il n'y avait aucun avis de recherche qui courait à sa connaissance contre elle, et elle voulait voyager comme un Camerounais, une Camerounaise peut le faire normalement. Elle est interceptée à un poste frontière par des gens cagoulés, mais on y reviendra. Donc elle demande à ces policiers de la PJ de lui montrer donc le document sur la base duquel elle a été arrêtée. Ils vont donc sortir un message porté qui porte interdiction de sortie du Cameroun de certaines personnes. Effectivement, ce document existe. Il a été signé par le délégué régional de la police du Sud-Ouest à Buea. Et dans ce document, il y avait une dizaine de noms. Je découvre donc ce jour-là que Maître Sim est le numéro 1 dans la liste des personnes qui sont interdites de quitter
le Cameroun, là, devant les policiers. Et j'ai dit aux policiers, ça ne m'étonne pas, c'est mon rang habituel. Même au lycée, c'était mon rang habituel. Alors, Donc il y avait Pipou Nessak, effectivement, dans ces listes. Maître Ndoki, Paul de Rikingue, Christian Epenaïkoka, Zong Albert, et les autres. Donc, tout le monde a été arrêté. ils étaient juste interdits de sortir ou du alors territoire. ils étaient également recherchés? Ils n'étaient pas recherchés. Il y avait aucun... D'ailleurs, même, ce document est signé le 27 janvier 2019, donc le lendemain des marches blanches. On y arrive. Voilà, donc il n'y avait pas de plainte contre ni Maître Ndoki, ni moi, ni les autres. Et donc j'ai découvert ce document. Et oui, effectivement, je peux vous dire aujourd'hui que mon nom figure en numéro 1. Dans la nuit du 18 au 19 C'est mars, la liste des personnes qui ne sortent pas du Cameroun. à l'entrée de votre Mais j'aime ce domicile, pays, rassurez-vous, je n'irai nulle part. à l'entrée de votre domicile, vous êtes agressé. Dans la nuit du 18 au 19 mars. Oui, 2018. Vos agresseurs ont-ils déjà été identifiés? Non. Ils sont J'ai toujours déposé une plainte régulière à la police judiciaire à Yaoundé. Mais vous voyez, c'est ça qui est impressionnant. Un avocat, vice-président d'un parti politique, est agressé devant sa maison par des barbares, devant ses enfants. Je vais à la PJ, je dépose une plainte depuis la main courante, parce que quand je pars de chez moi, je vais à la PJ directement avant de passer à l'hôpital. Et je peux vous dire, quelques jours après, j'ai déposé une plainte formellement. L'enquête qui a été ouverte, jusqu'à ce jour, n'a pas pu permettre d'identifier ces gens qui, en moins un, comme on dit chez nous, m'auraient fait passer des vies à trépas. Il n'y a pas d'information jusqu'à ce jour. Je ne sais pas qui sont ces gens, mais j'ai mon idée. Vous n'avez pas de la dévoiler, évidemment. Voilà. Venons-en à l'affaire ou aux affaires MRC. Je vous laisse le temps. Pourriez-vous nous refaire le film de l'appel aux marches ou à la marche, mais comme il y a plusieurs sites, disons marche, du 26, jusqu'à ce jour, évidemment en passant par les interpellations, certainement en s'appuyant au fil du récit sur les actions et les opérations judiciaires que vous avez initiées, comment elles se déroulent évidemment dans la mesure de ce qui peut être dit par rapport à la loi. Vous êtes avocat. Bien, mais c'est une longue histoire. Voyez-vous. Si on peut être bref en même temps. Parce je vais essayer. Le 31 décembre 2018, le président Maurice Kamto, de manière solennelle, avait appelé les Camerounais, pas seulement nos militants du MRC, à prendre part à des marches blanches à travers le Cameroun pour 3 raisons. La première, c'était de dire non au hold-up électoral qui s'était produit à la présidentielle de 2018 et que le monde entier a pu regarder en mondiovision à travers le contentieux électoral qui avait été tenu par le Conseil constitutionnel. De deux, nous voulions dire notre mécontentement par rapport au détournement massif des deniers publics qui a fait que les Camerounais, finalement, ne puissent pas organiser la Coupe d'Afrique des Nations 2019 qui était prévue, comme tout le monde le sait, au Cameroun. Donc, nous avions prévu de faire ces marches blanches-là. Et c'était une affaire officielle. Il n'y avait pas de cachotterie. C'était lors d'un discours au Camerounais que le président Kamto avait annoncé ces marches blanches. Nous les voulions blanches, pourquoi? Avez-vous fait des déclarations? Oui. D'accord. Le MRC a fait des déclarations. Moi, j'étais à Tchan ce jour-là, le 26 mars. J'étais à Tchan et il y avait une déclaration qu'on a faite à Tchan, à Bafoussam-Bouddha. Sauf à Yaoundé. Pourquoi? Parce que... Et c'est une question très importante, M. Dipita, sur laquelle vraiment je vais insister. La question des manifestations publiques au Cameroun. C'est une question qui est vitale parce que l'administration camerounaise, aujourd'hui, a réussi de manière scélérate à ne pas appliquer une loi pourtant qui se voulait une loi de liberté d'expression.
et de manifestation publique. La loi dit quoi? J'entends beaucoup les gens sur les plateaux de télévision tous les jours en parler. Mais cette loi est simple. Elle pose pour principe que la liberté de s'exprimer au Cameroun est un droit constitutionnel fondamental. C'est un droit humain. C'est ce que la loi dit. Et que chaque Camerounais a le droit de se réunir et de manifester. Alors, les sous-préfets, qu'est-ce qu'ils font? Ils trouvent un moyen, n'est-ce pas, d'empêcher les Camerounais de manifester en s'appuyant sur un article qui leur dit que, en cas de risque de trouble à l'ordre public, ils peuvent interdire une manifestation publique. En cas de menace. De menace, de troubles graves. Donc, il faut qu'il y ait une menace. Il faut qu'il y ait un trouble. Il faut qu'il soit grave pour qu'on puisse interdire la manifestation publique. Mais avant, on saute le texte. La loi dit que lorsqu'on déclare qu'on va manifester, le sous-préfet doit pouvoir, n'est-ce pas, soit demander à celui qui veut manifester de changer le lieu de l'endroit où il veut manifester, ou alors la date de cette manifestation publique. Mais voyez-vous, aucun sous-préfet, je dis bien aucun, n'a jamais dit à quelqu'un de l'opposition, non, il faut plutôt faire la manif le lendemain ou 2 jours après, ou plutôt à tel endroit qu'à tel autre. Systématiquement, donc, les sous-préfets interdisent les réunions publiques et manifestations publiques lorsqu'elles ne sont pas organisées par le parti au pouvoir, le RDPC. C'est très grave, parce qu'à ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Pendant 1, 2, 3, 4, 5, 6 ans, on vous interdit de jouir d'un droit qui vous est pourtant reconnu de manière constitutionnelle et légale. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? On est là dans la situation d'un homme qui a sa maison, c'est un droit de propriété qu'il a, et on l'empêche, je veux dire, d'avoir accès dans sa maison. Pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, il dort dehors. C'est le juge administratif. Oui, mais alors, la question donc qui se pose, et c'est là que je tenais la question de est-ce que vous êtes pertinent? La loi dit que lorsque le sous-préfet interdit une réunion publique, l'organisateur peut saisir le juge civil, pas administratif, qui est le président du tribunal de grande instance compétent, pour demander que l'arrêté du sous-préfet soit levé et que le parti ou l'association organise sa manifestation publique. Mais voyez-vous, la loi vous dit aussi que le juge saisi a 8 jours pour statuer sur la demande dont il est saisi. Or, que font les sous-préfets? Quand vous déclarez une manifestation publique, ils attendent la veille à 18h pour venir vous dire c'est interdit. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Quand le juge est saisi, évidemment, c'est arrivé l'autre jour à Yaoundé dans l'affaire et à Douala et Bafoussam dans les affaires du MRC contre le Minat, on vous dit votre saisie est sans objet parce que la date à laquelle vous deviez manifester est déjà passée. Évidemment, puisque même si vous déclarez la manifestation publique dans les 7 jours que la loi vous donne, et le juge a 8 jours pour trancher, mais il n'a pas une obligation d'enrôler le dossier dans tel délai. Donc il va attendre 3, 4, 5 jours pour que l'affaire soit enrôlée. Dans ce cas, vous attaquez la loi. Oui, c'est donc ça le problème, c'est qu'en fait, dès que la loi est faite, les sous-préfets profitent de cette loi-là pour créer... Avez-vous attaqué la loi? Non. Puisqu'on a un conseil constitutionnel désormais, juge tout ça. Mais vous savez comment il est saisi, ce conseil constitutionnel. Tout le monde ne le saisit pas. Voilà, malheureusement. Si vous n'allez pas, vous ou moi, aller le saisir, parce qu'il y a des mécanismes très compliqués pour le saisir. C'est le président qui le saisit, ou les députés, je crois, 2 ou 3 quarts des députés qui peuvent le saisir, ce conseil-là. Donc, il est impossible dans ces conditions aujourd'hui de manifester. Or, l'administration, de manière sidérate, peut donc, de manière éternelle, empêcher aux gens dans ce but de manifester. Okay. Et c'est pour ça qu'à Yaoundé, nous n'avons pas déclaré en disant nous voulons donc nous battre contre cette loi. Et c'est ça la leçon, monsieur Dipita. Il faut savoir,
que la loi sur l'apartheid personne ne vous interdit de vous battre. Je veux dire qu'il y a des mécanismes institutionnels de bataille. Et il n'y en a pas. Vous gagnez l'Assemblée nationale, vous changez la loi. Mais il y en a, ou alors vous utilisez l'argument politique utile pour convaincre le nombre de parlements nécessaires requis par la loi pour intenter une action au niveau du Conseil constitutionnel. J'aime beaucoup ça. Vous savez, je dis souvent aux gens que l'apartheid était une loi. C'était une loi. C'était légal. Et justement, le rapport de force des Noirs a permis que le nazisme était une loi. La ténacité de Nelson Mandela. Le nazisme était une loi. Vous comprenez? L'apartheid était une loi. En Amérique, il y avait une loi de ségrégation raciale où on disait que les Noirs sont des êtres inférieurs aux Blancs. Et il y avait une vraie ségrégation raciale. Or, ce n'est pas à l'Assemblée nationale que Mandela, Steve Biko et ses amis, ce n'est pas là-bas que Rosa Parks et les autres sont allés faire changer les lois. Ils ont changé autrement. Donc la lutte contre une loi mauvaise va être menée contre les gens précisément qui l'ont prise et qui sont à l'Assemblée nationale à majorité. C'était une longue parenthèse, je l'avoue, parce qu'on a entrefait l'historique des faits. Voilà. Alors, il y a eu déclaration, il y a eu le 26, oui. Et on poursuit. Donc, mais c'est important qu'on dise ces choses, voyez-vous, parce que autrement, le fruit est dans le verre. Parce que ce qu'on nous reproche, en fait, c'est de dire, mais le MRC a manifesté à Yaoundé, alors qu'on avait interdit de manifester, oui. Et à un moment donné où il faut refuser qu'on vous interdise votre droit. C'est ça la question que le MRC a posée fortement. Voilà. Et nous l'assumons, nous le revendiquons. Je ne peux pas accepter, moi, que la loi me donne, m'accorde un droit, et qu'un sous-préfet dans son bureau décide de manière unilatérale, avec sa hiérarchie, de m'empêcher de jouir de mon droit. Vous prenez sur vous de faire l'insurrection pour contester une loi qui vous est opposée, pourtant vous estimez que c'est un droit. Nous n'avons fait aucune insurrection, voyez-vous. Encore là, les Camerounais sortent des mots. Non, c'est l'un des motifs, il n'y a aucun mot, je veux dire que ce sont des motifs qui sont portés sur votre accusé par les Camerounais. C'est les Camerounais, non, qui ont fait l'accusation. Ce n'est pas les Chinois. D'accord. Il me semble. Ceux qui nous poursuivent aujourd'hui au tribunal militaire, c'est bel et bien des Camerounais. Or, j'avoue qu'ils ont des passeports étrangers pour beaucoup. C'est vrai. Ça, je n'en sais pas. Voilà, je l'avoue. Donc, mais je considère que c'est les Camerounais qui nous poursuivent. Non. Écoutez, nous tenons à le dire parce que précisément, et il y a un débat qu'on nous renvoie tout de suite de dire, tout le temps de dire, mais est-ce que vous devriez le faire? On avait interdit, n'est-ce pas? Je dis oui, on avait interdit. Mais ceux qui ont interdit n'avaient pas le droit d'interdire. La loi interdit qu'ils interdisent. À un moment donné, il faut savoir se battre et assumer quand même quelque chose. Donc vous êtes allé à la bataille? Nous sommes dans la bataille. Bataille physique? Elle n'est pas physique. On a fait des... Non, dans le 26, tout le monde sait très bien qu'au Cameroun, toutes les marches qui ont eu lieu à Tchon, à Bafoussam, à Yaoundé, à Douala, il n'y a pas eu de bagarre physique. Nous avons fait des marches parfaitement pacifiques. Il n'y a pas eu, M. Dipita, un seul verre cassé sur le territoire camerounais pendant les marches du 26 janvier. Aucun verre, même pas. Tout le monde le sait. Aucun policier blessé. Aucun. On n'a pas eu d'altercation avec des policiers. On n'a vu aucun militant du MRC lancer même une simple pierre, comme on voit ailleurs sur les policiers. Ils le savent même. C'est un policier qui a été même égratigné, qu'il nous donne son nom et on verra. On a fait des marches pacifiques parce qu'il y avait eu un ordre qui avait été donné à nos militants. Un ordre qui consistait à marcher les mains levées et s'il y avait un barrage de police, de s'asseoir au sol, de mettre les mains sur la tête et de chanter l'hymne national du Cameroun. Donc, on était dans une posture de manifestants absolument inagressifs, absolument pacifiques. Voilà. Donc, ces marches n'ont donné lieu à aucun caractère d'agressivité. Ça, c'est au Cameroun? Non, je n'ai pas des marches blanches du 26 janvier du MRC. Oui, je dis ça, c'est pour ce qui est au Cameroun. Oui. Donc, on a fait des marches blanches. Et à Douala, le 26 mars, le 26 janvier, on a arrêté des gens qu'on a libérés immédiatement. À Yaoundé, on a arrêté des gens, on a libéré une bonne partie. Et curieusement, on a gardé notre partie des personnes arrêtées qu'on va poursuivre au tribunal de première instance de Yaoundé, statut en matière correctionnelle, pour ceux de Yaoundé. Curiosité donc, le 28 janvier, donc 2 jours après les marches, on va arrêter. Je vois bien que vous n'avez pas
évoqué entre autres la case de l'ambassade du Cameroun en France, Mais, la case de l'ambassade du Cameroun en Allemagne. non, je parle de ce que je sais et que le MRC a organisé. D'accord? Je suis là pour ça. Je ne parle que de ce que je sais et de ce que moi, comme cadre du MRC, vice-président du MRC, avons organisé. On n'a pas fait de marche en France ou en Allemagne. Donc ceux qui ont fait des marches là-bas ont eux-mêmes dit qu'ils ont fait des marches là-bas. Ils l'ont assumé eux-mêmes. Je n'en parlerai donc pas. Et vous ne direz donc pas que c'est sur la base du mot d'ordre qui a été lancé, sur l'appel du président du MRC, qui a demandé à tous ceux qui le soutiennent dans son mouvement de hold-up de l'accompagner dans ses marches dites blanches et que ce message aurait pu être entendu à plus de 6 km d'ici. Mais écoutez, 6 000 km, vous voulez dire? Non. Oui, j'ai dit 6 000, hein, je pense. Vous avez dit 6 Pardon. km, c'est pas Pardon. grave. Non, Ok. écoutez, je dis ceci. Maître Sim est ici en tant qu'avocat et vice-président du MRC. Et donc je réponds de ce que j'ai organisé comme cadre et comme militant du MRC. Ce qui s'est passé à Berlin et à Paris, je n'en sais strictement rien. Je ne peux pas vous en dire plus que ça parce que je n'en sais vraiment rien. Quand on n'en sait effectivement rien. Les gens qui ont manifesté à Paris et à Berlin, et même à Bruxelles, on n'en parle pas souvent, eux-mêmes ont dit qu'ils n'ont reçu aucun ordre du MRC, qui ne dépendent pas du MRC. Le chargé d'affaires camerounais à Paris a dit dans son rapport que c'est une brigade anti-sardinate qui avait organisé les saccages à Paris. Lui-même, dans certains, officiellement, le Cameroun a dit que ce n'est pas nous. Dans certains mineurs, pour ce qui a pu circuler sur les réseaux sociaux, évidemment, on a pris sur nous de ne pas mettre à l'antenne ces images-là, pour ne pas faire la propagande. Donc, pour ne pas, si vous voulez, mettez-les. Mais dans certains mineurs, je me souviens par exemple de celui-là avec un képi rouge sur la tête, tenue camouflée militaire, qui disait dans un bus à d'autres militants, le président Kamto m'a appelé et il vous félicite de la mobilisation qui vient de se faire. C'est une image. Hein. Mais écoutez, je peux dire moi aussi ce soir que tel m'a appelé pour me dire ceci. Vous savez. Mais vous comprendrez donc vous comprendrez donc que sur cette base, non, tout au moins pour faire une clarté, une clarification, pour que tout le monde soit serein et certain, qu'un petit enquêteur vous dise écoutez, vous l'avez dit, n'est-ce pas vrai? Non, c'est une base très fragile. Monsieur Dipita, la logique judiciaire ordinaire, basique, aurait voulu ceci. Lorsqu'il y a eu des saccages à l'ambassade du Cameroun à Paris, à l'ambassade du Cameroun à Berlin, il fallait que le Cameroun déposât des plaintes dans ces deux pays contre les personnes qui étaient reconnaissables pourtant dans les vidéos publiées, dont ce n'étaient pas des gens tous masqués, et parlaient à visage découvert. La logique voulait que le Cameroun dépose une plainte donc dans ces deux pays-là. Et qu'à l'issue donc de ces enquêtes qui seraient ouvertes dans ces pays, qu'on puisse démontrer que Kamto Maurice et les 150 personnes qui sont en prison se sont organisés de manière criminelle pour faire les saccages. Alors, s'il vous plaît, c'est très important. Allez-y. C'est la logique. Avant de les arrêter, on ne peut pas d'abord arrêter les gens et dire après, on va chercher. Alors, parce que, et le pire, c'est que, mais on vous l'a dit déjà, vous le savez, notre pays n'a déposé aucune plainte à Paris, ni à Berlin. Est-ce que notre pays, justement, est-ce que le Cameroun peut-il se dire, c'est vous l'avocat, hein, vraiment, je parle en toute naïveté, est-ce que le Cameroun peut se dire, au lieu d'aller porter plainte en France, j'ai suffisamment d'éléments qui me montrent que les instigateurs de ce qui s'est passé en France sont sur le territoire. Peut-être je peux les prendre pour 5-6 jours, 1 mois, 5 mois déjà. Et au regard des confrontations, des éléments que j'ai, ouvrir une enquête pour voir s'ils ne sont peut-être pas responsables et puis après on tirera les leçons. Vous savez, c'est une manière absolument mauvaise de faire les choses. Vous n'allez pas sur la base d'une supputation arrêter les gens. Pour arrêter quelqu'un en droit pénal,
il faut qu'il y ait des indices graves et concordants. Il faut qu'il y ait un début de preuve. Il n'en avait pas. Et c'est le drame dans ce pays, voyez-vous. On arrête d'abord les gens, on les met en prison, et puis on se met à aller essayer de chercher, même de fabriquer les preuves. Ce n'est pas tolérable, ça. Et preuves ne sont comprenez? Il n'y a aucune preuve. Moi, j'ai assisté à l'enquête, comme avocat, de toutes les personnes interpellées à Bafoussam, à Tchang, à Douala, à Bafan et à Yaoundé. J'ai été à toutes les enquêtes. Alors, vous comprenez? Nulle part, au cours des enquêtes, on a présenté aux personnes poursuivies, mais il y a quand même, aux suspects, il y a quand même un élément, le moindre élément de preuve qu'il est lié il y a quand même un élément, il y a quand même un ce élément, qui s'est passé, à ce qui s'est passé à Paris. il y a quand même un élément qui me paraît fort. D'ailleurs, je voudrais remercier à cet effet le MRC qui, à chaque sollicitation, nous envoie des responsables ici pour essayer d'éclairer la lanterne des téléspectateurs. On a reçu ici, je crois, en novembre ou en décembre, fin d'année dernière, Maître Michel Ndoki. Oui, sur ce fauteuil. En novembre, on a reçu, non, c'était en janvier d'ailleurs, on a reçu Paul-Éric Kinguin, le porte-parole. Non, le directeur de campagne. Il y a 2 semaines, nous avons reçu notre ami Olivier Bibou. Alors, mais avec Paul-Éric Kinguin, nous étions effectivement le 24 janvier, c'est-à-dire 48 heures avant les événements. Oui. Voilà. Et nous avons évoqué justement l'un des aspects de cette séquence. Et Paul-Éric, d'ailleurs, pas que sur ce média et bien ailleurs, nous a révélé qu'effectivement, il y a eu une réunion qui s'est tenue avec 38 membres, cadres, militants décideurs du MRC pour l'organisation et l'implémentation de ces marches. Et que sur ce nombre de membres, il n'y avait qu'une seule personne qui était contre l'attaque des ambassades, le dépôt des effigies et la nomination et puis l'installation des ambassadeurs désignés par le président Maurice Kamto dans les différentes représentations du Cameroun. Avez-vous le sentiment que cet élément-là peut être un élément suffisamment porteur pour que la justice se dise qu'elle peut peut-être interroger ces messieurs? Écoutez, vous savez, Paul-Éric, c'est un ami là en prison. Je l'ai vu ce matin. Paul-Éric, son J'ai vu, frère. oui, Kinguin, je l'ai vu ce matin. J'ai vu Kamto ce matin. J'ai vu Penda et Koka ce matin. Tous je les ai vus. Ils sont en prison, voyez-vous. Et je ne veux pas qu'on parle des gens qui sont en prison. Parce que, finalement, ce que Paul avait dit à cette émission, Kinguin, précisément, devait plutôt amener l'État du Cameroun à dire que Kamto Maurice n'est pas concerné par les saccages. Parce que moi, j'ai suivi... Et qui le serait, Paul-Éric? Non plus. J'ai suivi une audio pendant l'enquête qu'on nous a fait écouter, donc, qui disait effectivement que Paul-Éric a dit oui, il y avait une réunion, on a dit qu'on nomme les ambassadeurs. Mais il dit également que Kamto Maurice s'est opposé à ça. Il a dit qu'il n'est pas d'accord parce que nous, on voulait faire une résistance pacifique. Oui, mais s'il vous plaît, oui, tous les jours à 13h, on prend des marmites et des couvercles et on fait du bruit. Et il disait que c'était une méthode qui lui paraissait un peu molle et qu'il voulait faire quelque chose. Il imaginait quelque chose de plus important. Or, il se trouve que Paul-Éric Kinguin n'a pas demandé à ces gens de faire les saccages en commun Kamto. On ne peut donc pas se baser sur cet élément pour dire que c'est nous qui avons envoyé ces gens. De deux, à cette réunion-là, à laquelle moi j'ai assisté, il n'y a pas eu de vote. On a fait une réunion au cours de laquelle on a dit la résistance doit être mise en place, les idées, les gens les imitaient, on écrivait, et puis on a dit, le président national, s'il vous plaît, vous devez savoir, ne me coupez pas. Parce qu'il ne faut pas qu'on parte de cette émission avec le sentiment qu'on n'a pas tout dit. Moi, je vais tout vous dire. Il n'y a jamais eu des résolutions prises à une réunion disant qu'on fait telle chose et non pas celle-là. Et M. King a dit lui-même que la position de M. Kamto était de dire on ne fait pas ça, même si cette idée a été émise par quelqu'un au cours de la réunion, on ne le fait pas, parce que nous sommes un parti républicain. Et donc, comment est-ce qu'on peut après
se baser sur cet élément-là Et c'est là que je voulais poser non. la prochaine question. Oui. L'idée a été émise. Elle n'a pas été retenue. Il n'y a pas, il n'y a rien. Non, je vous conforte dans ce que vous nous dites là ce soir. L'idée est émise. Je ne sais pas qui, hein, parce que des réunions. Non, Paul-Éric prend celui, il dit qu'il a posé cette question au cours de cette réunion. L'idée n'a pas été retenue. Oui, voilà. Et vous confirmez effectivement que Maurice Kamto n'a pas appelé ces messieurs à faire ce qui a été proposé. Cette idée n'a jamais été retenue. Seul que, 48 heures après, les faits se déroulent exactement comme l'idée a été proposée. Est-ce qu'à partir de là, un petit enquêteur curieux ne peut-il pas se dire, messieurs, juste une ou deux questions, le temps de vérifier si... Oui, mais l'enquêteur sérieux doit faire une chose différente. Et là, c'est dire, mais est-ce que ce n'est pas les gouvernants qui précisément sont allés faire cette mascarade? Monsieur Dipita, je peux vous dire aujourd'hui, d'autorité, Monsieur Kamto n'a jamais demandé aux gens de faire des saccages. Et j'ai dit à tous ceux qui ont été proches de Kamto que eux-mêmes savent que ce n'est pas dans son style, qu'il ne ferait jamais une chose pareille. Ils le savent dans leur cœur. Ils le savent eux-mêmes que cette affaire, c'est pas Kamto qui l'a montée. Croyez-moi, j'en suis... Parce que si ça avait été le MRC, j'en aurais été informé moi. Croyez-moi, j'en suis personnellement convaincu. Maintenant, c'est d'autant plus que... Donc une vraie enquête aurait précisément pu dire, mais est-ce que des gens n'ont pas profité d'un mot malheureux qui est sorti pour précisément... Je vous le... Parce que, évidemment, quelqu'un peut dire, Maître, Monsieur Dipita, je vais te tuer demain. Moi, je le dis aujourd'hui. Vous prenez le bon exemple. Et une personne vous tue demain, mais s'il me l'a dit hier. Vous prenez le bon exemple. Mon sentiment, c'est que l'enquête n'a pas été faite. Et pourquoi le Cameroun refuse de porter plainte pour qu'il y ait une enquête en France? C'est la bonne question. Maître, pourquoi est-ce que nous ne déposons pas une plainte en France? Mais je veux dire, vous prenez le bon exemple. Je sors, Monsieur X me dit, Dipita, je vais vous tuer demain, je vous poignarde. Oui. Alors, pendant que j'arrive au bureau, je tombe, j'ai un couteau dans le dos et je suis mort, poignardé. Le plus petit enquêteur viendrait chercher tout au moins M. X, même s'il était à Yaoundé, même s'il était à Londres, pour lui dire, attendez, avant-hier, vous avez dit ceci à M. Dipita, et puis aujourd'hui, M. Dipita n'est plus. Entre avant-hier et aujourd'hui, où étiez-vous? Qu'avez-vous fait? Faites voir vos téléphones, vos ordinateurs. Je pense que ce serait le scénario, non? Oui, mais écoutez, ce que je dis, n'est-ce pas, Monsieur le député, écoutez. On a arrêté au Cameroun le 26 janvier et le 8 janvier 2019 150 personnes qui sont aujourd'hui en prison pour hostilité contre la patrie. Je vais vous dire, Monsieur Dipita, je m'en voudrais de partir sans le dire. Il y a une dame de 65 ans. Son nom, c'est Madame Kenyini. Elle est là où je parle à la prison centrale de Yaoundé. 65 ans. C'est la femme de ménage de M. Albin Zongan. Elle est venue travailler un matin chez M. Zongan. Elle a fini son boulot vers 15 heures. À l'heure de rentrer chez elle, la maison de Zongan est encerclée. On l'empêche de sortir pour rentrer dans sa maison. Et à 21 heures, elle est arrêtée parmi 78 personnes. Amenée à Yaoundé dans des conditions absolument inhumaines. Mais ça, on va revenir sûrement tout à l'heure. Elle est en prison. Et on la poursuit pour avoir ordonné le saccage des ambassades à Berlin et à Paris. C'est un enquêteur, ça? C'est vraiment un enquêteur, ça? L'électricien qui est venu le matin autour de 13 heures mettre les ampoules sur la couture de M. Zongan en tenue d'électricien, qu'on trouve là-bas, qu'on arrête, comme en prison. Lui aussi est dans l'affaire des saccages des ambassades, dans le plan de le faire. La jeune fille, la fille de Zongan, qui est assise chez son père, dans un canapé, en train de zapper, qu'on arrête, qu'on amène à Yaoundé. Est-ce qu'elle est dans le plan des saccages? Mais on a arrêté 80 personnes chez M. Zongan, M. Dipita. 80 personnes qui étaient assises chez Zongan simplement parce qu'ils ont appris que sa maison est encerclée. Et il y a même des gens qui passaient, qu'on a arrêté. Une jeune stagiaire d'un de mes confrères, avec les dossiers de son parrain. On l'a arrêté, on l'a amené à Yaoundé.
C'est vraiment l'enquêteur qui fait ça. Il pense que ces gens-là ont été dans le plan de saccage des ambassades. Ils sont en prison poursuivis pour hostilité contre la patrie, pour insurrection. C'est ça. Vous voyez, ces éléments, je pense que quand il y en a plusieurs pour vous montrer que ça n'a pas de sens simplement. Je vous le conseille. Ma prochaine question. Ça n'a pas de sens du tout, n'est-ce pas, parce qu'on essaie de faire le rapprochement. Mais une vraie enquête aurait au moins permis de se rendre compte rapidement qu'il y a vraiment des personnes qui n'ont jamais entendu parler du MRC, qui étaient dans ce dossier, qui sont en prison. La vraie raison des arrestations, c'était de museler le MRC, de décapiter le MRC et d'effrayer les Camerounais et de leur dire, si l'un de vous va encore au MRC, eh bien, il aura des problèmes. Maître, c'est ça la vraie question. Quelles conséquences juridiques attachez-vous aux décisions du Conseil constitutionnel? Les conséquences juridiques? Ouais. Ça veut dire quoi? Le Conseil constitutionnel a statué. Oui. Il a décidé. Oui. Vous, sur le plan juridique, quelles sont les conséquences que vous tirez d'une telle décision? La première conséquence est très simple. Ouais. Le MRC et d'autres partis d'ailleurs, le SDF et d'autres, ont dénoncé de manière claire la composition de ce Conseil constitutionnel qui a été formellement récusé, en tout cas par l'équipe que je dirigeais dans ce Conseil, l'équipe d'avocats que je dirigeais. Nous avons récusé la plupart de ces conseillers. Vous le savez très bien. Très bien. Ils ont été récusés. Parce que la loi dit qu'ils ne peuvent pas à la fois être militants du RDPC ou d'un parti politique et être membre de ce conseil. C'est ça les incompatibilités. Et nous avons démontré au cours de ce conseil constitutionnel que jusqu'au président de ce conseil était frappé d'incompatibilité. Mon jeune confrère au barreau, Clément Atangana, c'est un jeune confrère, il a 1 an de barreau, au moment où on le nomme, à ce poste-là, était frappé. Son épouse est députée du RDPC, députée actuelle du RDPC. On a récusé ces gens. Nous avons dit, ce n'est pas un bon arbitre pour notre match. Dès qu'un arbitre est contesté, monsieur, ce qu'on doit faire, c'est de dire, on change d'arbitre. D'accord. Et vous voyez, il y a là ce qu'on appelle le péché originel que portait ce conseil. Bon, je vais vous dire. Et dès lors donc, dès qu'il y a un péché originel que ce conseil portait, qui a été démontré, ce conseil qui avait, disait M. Kamte, la compétence de sa compétence, pouvait lui-même dire, effectivement, il y a des problèmes parce que la loi dit que tel peut être membre. Poussons la réflexion. Ou tel autre. Et donc, ils ne l'ont pas fait. Ils ont dit que ce recours en récusation était irrecevable. Dès que c'est comme ça, le conseil n'étant plus crédible aux yeux des acteurs et des joueurs, tout est gâté. La fraude corrompue, comment dire? Je vous concède toutes les réserves que vous avez, toutes les récusations que vous avez faites. Alors, in fine, le conseil statue, oui, rend des décisions. Oui. Que faites-vous? Pour vous, au-delà de toutes ces récusations, vous dites, on se soumet, vous dites, qu'est-ce qu'on fait? J'ai 2 réponses. La première, je vais l'emprunter à M. Zongan Albert. J'aime beaucoup ce monsieur parce qu'il a le sens de la bonne formule. Et il répondait à un policier à l'enquête préliminaire qui posait la question, comme vous la posez, lui a dit, mais monsieur le commissaire, si un voleur vient chez vous, vole votre bien, il prend la fuite, vous le poursuivez, ce voleur, et votre bien dans ses mains, il entre dans un commissariat de police et le commissaire de police le protège. Ça vous empêche de crier au voleur? Un voleur vient chez vous, il vole et il court, il se cache dans un commissariat et le commissaire le protège, ce voleur. Est-ce que la personne victime du vol peut être accusée de continuer à crier au voleur? Nous considérons ce conseil constitutionnel comme étant ce commissaire qui protège le voleur de notre victoire, simplement. Et on ne peut pas nous interdire donc de continuer à crier au voleur, on ne peut pas. Alors, quelles sont les procédures? Première réponse. Deuxième réponse. Vous savez très bien, et ça tout le monde le sait, la justice, ce n'est pas seulement
de rendre une décision. Il faut qu'elle tranche et que des gens puissent avoir foi en elle. Vous comprenez? Dès lors qu'on suspend la justice, ce n'est plus la justice. Vous comprenez? Et il y a des décisions souvent qui sont rendues, même dans nos familles. On vous dit, voilà, on prend une décision, même dans les réunions familiales, vous n'êtes pas d'accord, vous vous soumettez même si vous voulez, sauf que ça ne vous interdit pas de dire toute la vie que c'était une mauvaise décision. D'ailleurs, pour nous qui avons fait le droit, dans les commentaires d'arrêt, un arrêt est une décision de justice. Quand on commente un arrêt, c'est un exercice académique, on a le droit de dire cette décision était une mauvaise décision, ce n'est pas un crime. Et nous disons que les décisions que ce conseil a rendues sont sur le plan de la légalité non susceptible de recours, très bien, mais nous disons qu'elles ne sont pas bonnes. Et nous sommes ici sur un terrain purement politique, on n'oublie jamais ça. On est en politique. Et si on s'en tient à ça pour arrêter Kamto et les autres, eh bien, je dis, qu'est-ce qu'on n'aurait pas fait en RDC? Monsieur Fayulu, il y a encore 2 jours, a tenu un meeting à Kinshasa. Il a demandé la démission de monsieur le président élu entre guillemets pour lui, Tshisekedi. À la télévision nationale, ces images sont passées. Est-ce qu'on l'a arrêté pour ça? Il demande sa démission. Qu'est-ce que nous on a demandé, le MRC? Le recomptage simplement. Si nos adversaires estiment qu'ils ont gagné, nous disons, prenons les 26 000 PV, d'Elecam, qui seuls font foi. Prenons le PV et allons les recompter. Mais j'ai dit à ces gens, mais humiliez-nous. Si on avait 14%, vous sont 11%, mais c'est très facile. Un recomptage permet simplement de bien savoir. Permettez que je poursuive avec, oui, bien sûr. Avec les questions. C'est vrai que sur la question des PV, bon, la dernière fois je demandais à Bibou, mais il m'a répondu. Pourquoi avoir, du moins, quelles sont les procédures? Quelles sont les procédures que vous avez initiées? Y a-t-il plusieurs? Y a-t-il une seule par rapport à cette affaire? Dans quelle affaire? Dans toutes les affaires. Non, écoutez. Depuis le 26 janvier. Nous avons, écoutez, il y a une procédure qui est patente contre nous. Nous, on a initié une procédure, hein, c'est l'État du Cameroun qui nous poursuit pour des crimes absolument aberrants. Monsieur Dipita, il y a une question que je dois aujourd'hui vous poser et que les Camerounais l'entendent également. Dans le cadre des marches blanches du 26 février 2019, les personnes arrêtées à Yaoundé ont déjà été jugées par un tribunal civil statuant en matière correctionnelle, un tribunal de première instance de Yaoundé, centre administratif, pour manifestation interdite. Point. Ils ont pris 1 an ferme. La loi prévoit 6 mois, mais mon ami le président du tribunal de première instance de Yaoundé a pris sur lui de donner une peine qui était le double de celle prévue par la loi. Et il nous dira sûrement un jour ce qui s'est passé. Comment est-ce que, pour les mêmes faits, commis prétendument le même jour, certains sont poursuivis devant un tribunal civil, jugés là-bas, et condamnés, et d'autres personnes sont poursuivies devant un juge militaire? Les Camerounais doivent se demander ce soir, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est une affaire purement politique. Les gens qu'on a arrêtés à Tchang, pourquoi on les a amenés à Yaoundé? Alors qu'il y a un tribunal militaire à Bafoussam qui est compétent. Les gens arrêtés ici à Douala, pourquoi on les prend pour Yaoundé alors qu'il y a un tribunal militaire compétent à Douala? Pourquoi? Vous savez pourquoi? Non. Mais oui, c'est parce que c'est une affaire purement politique. On ne peut pas comprendre que nous avons commis les mêmes faits, le même jour, dans les mêmes circonstances, et que vous soyez poursuivi devant un juge correctionnel où vous risquez maximum 6 mois, et que moi, je sois poursuivi devant un juge militaire où je risque pas moins que la peine de mort. Voyez-vous? Est-ce qu'il est logique, même si les gens ont marché sans être autorisés, même s'ils ont marché, parce qu'on n'autorise même pas au Cameroun, c'est la déclaration, même s'ils ont marché alors qu'on avait interdit les marches, même s'ils ont marché sans avoir déclaré ces marches, et que la peine prévoit 6 mois, est-ce qu'il est logique qu'ils aient été militaires? Dans les récusations,
Vous avez... C'est la question aujourd'hui oui, que je pose aux Camerounais. Oui, aux Camerounais peut-être. Ils ne vont pas répondre à ce soir. Mais ils devraient répondre. Il faudrait que ceux qui nous regardent et qui vont après dire des choses comprennent très bien. Non, je suis d'accord, la question elle est posée. Mais je veux dire qu'on n'a pas le moyen, on n'a pas l'interactivité nécessaire pour qu'ils répondent. La réponse est que Kamto et les autres sont des prisonniers politiques. D'accord. Voilà. Dans les récusations au niveau du Conseil constitutionnel, bon, vous accusez certains membres d'être soit liés, soit anciens du RDPC, mais il y a un membre qui répond à ces critères, mais que vous n'avez pas accusé. Qui ça? Le professeur Lekene Donfak. Je ne sais pas. Lekene a été récusé par, dans la requête de maître Yordan Black. Bipoun également. Bipoun Woum. Ouais. Voilà. Dans les plaidoiries, oui, effectivement, on ne peut évoquer les cas, pas de Lekene Donfak seul, mais de Bipoun Woum également. Aussi, voilà. Donc, voilà, les avocats peuvent citer. Nous avons 8 noms. On peut en citer 6 et laisser 2. Aujourd'hui, vous récusez le tribunal militaire. Nous ne le récusons pas simplement. Vous dites que le tribunal militaire n'est pas... Mais lui n'est pas compétent. D'accord. Il le sait lui-même. Mais sur d'autres affaires, le professeur Maurice Kamto a poursuivi par exemple le président de l'Assemblée nationale Kaba Yégué au tribunal militaire. C'est son droit. C'est son droit. Vous n'y trouvez pas... Il n'y a rien. Écoutez, c'est moi, Maître Sim, qui rédige la plainte contre deux poids, deux mesures. Non, du tout. Je vais vous expliquer. Oui, je voudrais comprendre. C'est moi, Maître Sim, qui rédige la plainte contre M. Kavaye Djibril et d'autres ministres de sa région devant ce tribunal militaire. Vous comprenez? Parce qu'à l'époque, ces gens-là, un président d'une Assemblée nationale qui est censé incarner quand même la troisième autorité de l'État, le pouvoir législatif, est allé jusqu'à brûler les tricots du MRC, les pancartes du MRC, les échappes du MRC, de manière publique, avant la présidentielle. C'est un acte de terrorisme. Il n'y a pas d'autre mot pour dire ça. Il le faisait pour terroriser les gens et leur dire, si l'un de vous ose être du MRC, eh bien voilà ce qui va lui arriver, il sera immolé par le feu. C'est un acte de terrorisme. Et je dépose cette plainte devant ce tribunal militaire. Pourquoi? Je la dépose parce que précisément en 2014, le MRC avait critiqué la loi qui avait été adoptée sur le terrorisme au Cameroun, en indiquant que c'était une loi dangereuse qui pouvait permettre que, même pour une revendication normale, on puisse être poursuivi devant le tribunal militaire pour terrorisme. Je le poursuis là-bas pour le punir, parce qu'à l'époque, j'avais contesté, je dis moi, c'est le MRC, on a contesté cette loi sur le terrorisme, et M. Kavaye, ses députés, l'ont quand même prise, et je l'ai attaqué pour terrorisme. Mais vous comprendrez ce soir que ce n'est pas le mobile, qui est en cause. Maintenant, la question n'est pas là. Monsieur le député, la question n'est pas là. La bonne question encore posée là, vous, où est la plainte contre Kavaye? Elle date quand même de mars 2018. Ça fait comme 2017. Ça fait quand même plus d'1 an et demi que la plainte est déposée contre Kavaye et les ministres qui ont brûlé nos tricots. La bonne question qu'on ne se pose jamais, pourquoi est-ce que le MRC dépose une plainte et la justice militaire se couche sur ces plaintes, la met dans les tiroirs? Pourquoi depuis 2 ans bientôt l'affaire n'est pas enrôlée? Mais oui, attendez. Non, c'est très important. Écoutez, c'est donc ça le problème de la justice Cameroun, voyez-vous. Il y a des gens contre qui on ne peut rien faire. Si la plainte avait été enrôlée, M. Kavaye était en droit, lui et les autres, de dire que ce tribunal militaire est incompétent. Je te prendrai certainement quelques minutes encore. Et je me serais incliné. Si M. Kavaye était allé se défendre devant ce tribunal en disant vous n'êtes pas compétent, je me serais incliné. Alors que j'ai déposé une plainte. Mais vous êtes d'accord avec moi que... Je suis d'accord sur rien pour l'instant. Je suis pas d'accord. Attendez que je pose la question. En fait, c'est une question. J'introduis la question. Le problème n'est pas sur le mobile ou sur les faits, mais peut-être davantage sur le principe. Parce que le principe que vous vous opposez au tribunal militaire aujourd'hui, c'est que vous dites qu'un civil ne peut pas être poursuivi devant un tribunal militaire. Mais qu'est-ce qui empêche M. Kavaye d'aller dire ça à ce tribunal? Je serais très heureux d'aller même, je vais vous dire, n'est-ce pas? M. Kavaye peut prendre de bons avocats. Je suis d'accord. Et il peut les prendre. Et s'ils vont dire, je vais vous répondre clairement, ils vont dire au tribunal, monsieur le président du tribunal militaire, Maître Sim a déposé une plainte ici contre M. Kavaye, vous n'êtes pas compétent,
je vais aller dire au juge, vous avez raison, je me suis trompé de venir vous voir. Ce soir, je vais mettre Voilà. Sim en face de moi. Voilà, donc je vais dire à ce juge militaire, oui, c'est vrai que mon adversaire, mon confrère a sûrement raison, j'ai peut-être mal lu un texte, il a raison, vous n'êtes pas compétent. Donc j'ai déposé une plainte contre Kavaïki Djibril, ne m'empêche pas, d'ailleurs même, je vais vous dire, monsieur Dipita, je défends notre dossier devant ce tribunal militaire où on poursuit les civils, n'est-ce pas? J'ai défendu à Bon Congo Bala devant ce tribunal militaire. Je défends aujourd'hui encore Ayouk Tabé Secours devant ce tribunal militaire. Ayouk Tabé, c'est un civil. À Bon Congo était un civil. Je prends les plus connus et d'autres. Donc mais pourquoi sur cette affaire spécialement, vous dites que les civils ne doivent pas être poursuivis devant un tribunal militaire? Pourtant, vous avez des intérêts. C'est pour tout le monde. D'accord. C'est pour tout le monde. Donc je peux, en tant qu'avocat, soulever une exception dans un dossier et pas dans l'autre. Okay. Ça dépend. Donc on ne peut pas vous poser ça comme argument vraiment défendable. Pourquoi vous introduisez une demande d'habeas corpus alors que, comme vous le savez, la compétence du tribunal militaire est exclusive? Pas bien. Vous avez introduit un habeas corpus? Oui, devant le juge civil qui est compétent en cette matière d'habeas corpus. Alors que la compétence militaire la compétence du tribunal militaire est exclusive? Non, écoutez, l'habeas corpus, c'est une demande de libération immédiate. Absolument. Lorsqu'on vous a arrêté de manière illégale, ou qu'on vous a détenu de manière illégale, ou qu'on vous a gardé à vue de manière illégale, vous pouvez saisir ce juge-là, qui est un juge, c'est une procédure particulière. Et lui demander donc de vous remettre immédiatement en liberté. Je prends un cas très... Voilà, donc ça n'a pas de rapport avec les poursuites. Si par exemple, la loi dit que pour arrêter quelqu'un, il faut venir d'abord s'identifier, lui dire « je suis tel, je suis policier dans tel commissariat », la loi le prévoit. Si vous l'arrêtez sans ces formalités-là, l'arrestation est illégale et la personne peut donc demander la remise, l'habeas corpus. Autre chose. D'ailleurs même, ça a été le cas dans l'affaire de Maître Ndoki, qui est arrêté. Maître Ndoki est arrêté à Edenaou par 8 personnes cagoulées qu'elle ne voit pas, qui ne se présentent pas à elle, et qui l'amènent vers une direction inconnue. Absolument. Or, la loi demande, exige de manière claire que ces gens devaient... Oui, voilà. Donc, ce qu'avait Ndoki, c'est ce qu'on appelle en droit un enlèvement forcé. Comment pouvez-vous parler d'un huis clos alors qu'il s'agit de la chambre de conseil? Qui parle de huis clos? Vous avez tout au long de la procédure dénoncé le fait que vos clients, pour l'essentiel en plus en individuel, sont entendus à huis clos. Non. Au niveau de... Oui, écoutez, la loi sur la libération immédiate, c'est une loi spéciale. Non, nous ne sommes plus dans l'habeas corpus. Non, précisément, ça a été évoqué dans le cadre de l'habeas corpus, puisqu'il n'y a pas d'autre procédure ailleurs. Jusqu'à présent, je tiens à le dire, M. Dipita, on a arrêté mes clients depuis 3 mois aujourd'hui. Et jusqu'à l'heure qu'il est, aucun acte de procédure n'a été posé, aucun. D'accord? On a appelé le président Kamto devant le juge d'instruction il y a 2 mois. Et depuis lors, la justice nous poursuit, n'a posé aucun autre acte, sauf avant-hier où on a convoqué encore 6 personnes, je crois, pour passer devant le juge d'instruction. Donc depuis 2 mois, les gens sont arrêtés, gardés en prison, on ne fait rien. C'est nous qui avons initié des procédures et pas la justice. Non, c'est dans ces procédures d'habeas corpus que nous avons exigé que nous soyons entendus en audience publique. Ça les gêne en quoi? Dans ces dossiers-là que moi j'ai défendu, devant beaucoup de juges, on a fait des tas d'audiences en audience publique. Au nom de quoi, pour d'autres audiences, on veut les faire maintenant à huis clos? Parce qu'en fait, quand on dit chambre de conseil, ça veut dire à huis clos. La chambre de conseil, ce n'est pas un huis clos. Et nous disions que nous sommes les personnes qui sommes demanderesses en habeas corpus. Nous demandons à être jugés en audience, entendus en audience publique. Et ça a été le cas dans plusieurs autres dossiers, dans la même procédure. On n'a pas compris que ces gens n'aient pas accepté de nous entendre en audience publique. Un autre cas d'ailleurs, Maître Ndoki, première audience d'habeas corpus, ça se passe à la salle 4 du tribunal de Yaoundé, à l'audience publique. La semaine d'après, on dit c'est dans un bureau de juge. Pourquoi? Pourquoi ils ont peur en fait? Ils ont peur parce que les atrocités commises contre les gens arrêtés étaient absolument inadmissibles. Je m'en voudrais de ne pas vous le dire, M. Dipita. On a arrêté des gens Bafoussam
à Tchang, à Bafan. On les amena à Yaoundé dans la nuit, dans des camions qui roulaient à tombeau ouvert, où les gens se collaient les têtes. Les gens pissaient sur eux. Ils étaient menottés. Et sur le pont de la Sanaga, en pleine nuit, les camions se sont arrêtés. On leur a dit, vous voulez qu'on vous fasse ce qu'on a fait à l'évêque? On vous jette dans la Sanaga? Vous vous rendez compte? On a fait ça à des Camerounais. Arrivé à Yaoundé, ces gens qui étaient venus de l'Ouest ont été amenés au GMI, à Soa. Pendant 3 jours, ils n'ont pas eu droit ni à leurs avocats, ni à leur famille, ni à un seul repas. Et même pas pu se laver. Des femmes parmi ces gens-là ont fait 2 jours, 3 jours sans se laver. Alors, maître. Et avec tous les détenus, des femmes qui avaient des menstrues, ont dû se changer des slips pour pouvoir tenir. On a fait ça à Yaoundé. Je n'aime pas que les gens de Bafoussam, ceux de Douala qu'on a arrêté à Douala chez M. Zongan. M. Kamto, Zongan et Penda sont menottés, mis dans des pick-up où c'est 2 places, mais on les y mettait 3, dans un inconfort terrible. Et arrivé en route dans la nuit, on empêchait même qu'ils puissent se mettre à l'aise en levant les menottes. Du coup, ces gens ont dû faire leurs besoins sur eux, parce qu'on ne peut pas se mettre à l'aise en étant menotté, voyez-vous. Alors, on a fait ça à ces gens, s'il vous plaît. Et arrivé au GSO, on les a gardés pendant 3 jours, sans se laver, à l'insu de leurs avocats où ils étaient. Voilà, ça s'est passé à Yaoundé. D'accord. Voyez-vous, on a traité les gens exactement comme des animaux. Vous comprenez que j'ai d'autres questions. Mais écoutez, je comprends. J'aime vos questions, mais j'aimerais quand même dire ce qui s'est passé. Et c'est pour ça donc que nos amis interdisent les audiences publiques pour ne pas avoir à ce que le public, journalistes et Camerounais, entendent les atrocités commises contre nos clients. On parle d'une affaire qui a 3 mois. Oui. Donc il nous faudra peut-être 6 mois pour faire toute une émission. Bien, on va y aller. Essayons d'être un peu bref. Alors, cela dit, est-ce que tous les détenus sont défendus par le même collectif? Oui. Dans l'ensemble? Oui, mais il y a des personnes détenues qui ont pris d'autres avocats, c'est qui est leur droit. D'accord. Quelques-uns, oui, bien sûr. Pendekoka, Maître Michel Ndoki, par exemple? Non, je dis quelques détenus, il y en a 2 ou 3 à la prison centrale. Les leaders de... Il y a des raisons à cela que certains détenus... C'est leur droit, non, il n'y a pas de raison. Qu'est-ce qui s'est passé? Le MRC a organisé des marches blanches. Des gens ont été arrêtés. Le MRC a constitué un pôle d'avocats, une 50aine, pour défendre toutes ces personnes-là arrêtées dans le cadre des marches organisées par le MRC. Donc, c'était notre devoir, en tant que parti, de prendre des avocats pour aider ces gens. Maintenant, il y a d'autres personnes qui, par affinité, j'ai un frère qui est avocat, un beau-frère qui est avocat, qui les ont fait venir, ce qui est... Êtes-vous en accord avec la constitution des avocats étrangers dans cette affaire? Ça ne pose qu'un problème pour moi. Ne vous dites pas qu'il y aurait pu avoir des Camerounais qui seraient allés faire ce boulot à Genève, si tant il est vrai que c'est là-bas qu'il faut poursuivre l'affaire à l'international? Non, écoutez, nous sommes au moins aujourd'hui 50 avocats à défendre... Pour être 51, la personne en plus serait allée à Genève. On est au moins 50 avocats. Écoutez, je vais vous dire, M. Kamto est avocat, vous le savez. Absolument. Il est avocat inscrit au barreau de Paris. Il a ses amis avocats. Au nom de quoi vous empêchez que ses amis avocats viennent le défendre? Parce qu'ils sont des étrangers. Je ne comprends pas cette histoire. Je ne comprends pas cette histoire. Lorsque le Cameroun était en litige à Bakassi, on avait bien des avocats étrangers. Moi, ça ne me gêne pas du tout que M. Moretti, mon confrère Moretti, et Antoine V et d'autres confrères Brabant et Bourdon soient dans ce dossier parce que c'est des avocats. Ils ont leurs amis, leurs amitiés depuis le début avec Ekoka, avec Kamto. Il n'y a aucun problème pour que si j'ai un ami avocat français, j'ai des amis qui me défendent. Non, ça ne veut pas dire que les avocats camerounais sont moins brillants que les avocats français. Au contraire, eux-mêmes ont dit, étant ici, que tout le travail qui avait été fait par nous, au collectif, est celui utilisé pour les recours. Vous comprenez, à Genève, donc... puisque j'ai la chance de parler aussi bien à l'homme politique qu'à l'avocat, sur le plan politique, vous pouvez donc comprendre
ces voix peut-être du côté du RDPC qui ont la dure oreille quand vous leur remontez souvent les bretelles en disant « Tenez, vous allez faire votre communication de campagne par des étrangers ». Ce n'est qu'un exemple. Non, écoutez, le MRC, ses clients sont défendus par des avocats camerounais. À 99%. Ok. Voilà. Je pense que si un avocat français ou deux ou trois qui viennent, j'aurais compris que, encore peut-être, que s'il y avait un Français qui défendait Camto seul. Mais dès lors que nous sommes, et je peux vous dire qu'aujourd'hui encore, je reçois des confrères qui viennent tous les jours dire on va défendre ce dossier. On sera sûrement 100 avocats bientôt, ou même 150 Camerounais dans ce dossier-là. Donc, quel regard portez-vous sur l'attitude du barreau et peut-être du bâtonnier à l'égard ou vis-à-vis de cette affaire? Non, je n'ai pas de regard à porter. Le barreau du Cameroun a fait ce qu'il a à faire. Le bâtonnier a désigné des avocats lui-même pour défendre les confrères qui sont dans ce dossier. Maître Tassam, qui est avocat à Bafoussam, Maître Ndoki et Maître Galiembo, avocat à Douala. Le bâtonnier a désigné des confrères de manière officielle pour les défendre au nom du barreau. Voilà, c'est son devoir de bâtonnier. Comment le MRC aujourd'hui? Il a fait ce qu'il devait faire. Le président, le secrétaire général, le trésorier ne sont pas actifs. Comment vous organisez? Qui finance par exemple? Sur le plan administratif, comment ça s'organise? Je veux dire que, comment vu le MRC? Ce serait intéressant de savoir aussi. Mais écoutez, le MRC vit parce que le président Kamto est en détention provisoire à Yaoundé. D'accord? Donc c'est lui qui est le patron du parti et qui dirige le parti. Et je vous ai dit que ce matin, j'étais à la prison principale pour voir le président Kamto. D'accord? Il y a une réunion que j'ai dirigée hier du directoire parce que nous avons un directoire au MRC. Et il y a un président et 5 vice-présidents. Quand le président est empêché, il peut être en déplacement ou ailleurs, les réunions se tiennent parce que le MRC n'est pas le parti qui est attaché à une personne. Nous sommes une vraie machine et nous fonctionnons que Kamto soit là ou pas. Même quand il était en liberté, lorsqu'il n'est pas là, la machine fonctionne. Ça a toujours été ça. Maintenant qu'il est en prison, si on fait une réunion, évidemment, on ne peut pas la faire avec nous au siège du parti. Donc, hier, par exemple, j'ai présidé une réunion du directoire du MRC. On a pris des résolutions à ce directoire et nous allons lui montrer ces résolutions et il donne son avis. D'ailleurs, en général, on va le voir avant les réunions. On fixe ensemble l'ordre du jour. C'est Kamto qui préside de manière effective le MRC et personne d'autre. Encore peut-être 2 questions. Oui. Eric me dit qu'il m'a donné assez de temps déjà. Un mot sur la visite au Cameroun de Michel Bachelet, au commissaire des droits de l'homme, auprès des Nations Unies. Oui, qu'est-ce que je dise? Bon, vous êtes homme politique, vous allez, vous attendez, vous allez la rencontrer samedi à 8h30. Vous allez évidemment lui apporter tous les arguments. Je vais la rencontrer. Écoutez, le Cameroun a des partenaires bilatéraux et multilatéraux au rang desquels ces gens-là. Donc je pense que nous travaillons. Ils ont rencontré les officiels, n'est-ce pas? Absolument. Voilà. Ils vont le faire tout au long de. Dans le même cadre, ces gens-là rencontrent l'opposition parce que eux, au moins, ils sont dans les bons pays. Non, pas nous écoutent. Ils savent très bien que l'opposition d'aujourd'hui, c'est ceux qui vont gouverner demain. Un mot sur l'enlèvement de Chairman Nidjon Fondi. Mais écoutez, j'ai dit une chose au début. Fondi, pour moi, c'est un père en politique. Et donc, je ne peux qu'être attristé par ce qui s'est passé. Mais la question est plus profonde que ça. Pourquoi c'est arrivé? On en est arrivé à enlever John Fondi. On l'a enlevé parce que précisément depuis 3 ans, en dépit de tout ce qu'on a dit à notre gouvernement, nous, MRC, les partenaires étrangers, ils n'ont jamais voulu ouvrir un dialogue. Et du coup, aujourd'hui, on en arrive à le MRC dit qu'il ne prend pas part aux festivités du 20 mai. Oui, c'est clair. Le SIF, il prendra part. Oui. Une réaction? Non, le MRC n'ira pas, le SIF ira. Le SIF est un parti autonome, le MRC aussi. Donc, nos décisions ne dépendent pas du SIF. Les leurs ne dépendent pas du MRC. Donc, je n'ai rien à dire là-dessus. Par contre, nous disons qu'on ne peut pas, nous, aller à des festivités, c'est-à-dire on va fêter, alors que notre père, notre président, est en prison. Ça n'aura pas de cohérence. Et donc, au moins pour cette raison, il y en a d'autres, au moins pour cette raison-là, nous avons dit qu'on peut aller danser
aller manger, aller boire alors que le président est en prison. Merci, Maître Emmanuel Sim. J'espère que j'étais à la hauteur. Ben, je le pense. Mais avant de terminer, vous avez oublié une chose, n'est-ce pas? L'empereur du Japon a abdiqué. J'ai vu aujourd'hui que depuis 10 ans, il y a 10 empereurs et 10 rois qui peuvent rester au pouvoir de manière éternelle, de manière légale, mais qui ont préféré abdiquer, soit 15 ans, 80 ans, parce qu'ils sont, disent-ils, assez vieux. Quand je l'ai dit, je n'ai rien dit. Merci, merci Maître Emmanuel Sim. Bon retour sur Yaoundé. Vraiment, merci d'être venu évoquer toutes ces questions avec nous. Il était important d'avoir une idée sur les procédures en cours. C'était un plaisir. Merci. Madame, monsieur, merci également. À vous qui êtes restés à la maison, regardez cette émission. On espère que vous en avez appris, tout comme nous. Bonsoir et à jeudi prochain pour une autre édition de Entretien avec.